Bonjour, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on va voir une révision concernant la partie de la neurophysiologie. Cette partie est destinée aux élèves de la 4e année section mathématiques. Cette présentation est assurée par Saïd Zouhair. Au début, on va commencer par l'organisation du système nerveux. L'organisation générale du système nerveux elle va présenter l'ensemble des éléments suivants qui vont intervenir pour assurer les fonctions du système nerveux, entre autres la régulation de la fonction de reproduction déjà observée. L'ensemble des éléments, en 1, on trouve le cerveau, en 2, on trouve le cervelet, en 3, on trouve un bulbe rachidien. Et 1, 2, 3 forment la 4e partie, c'est l'encéphale. Donc, l'encéphale, c'est la composition du cerveau, cervelet, bulbe rachidien. 5, c'est la moelle épinière à position centrale. 6, elle représente le système nerveux central. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, c'est 6, ça. Donc, représente le système nerveux central. Donc, le système nerveux central, c'est l'ensemble de l'encéphale et de la moelle épinière. Ou bien, c'est l'ensemble du cerveau, cervelet, bulbe rachidien et de la moelle épinière. Le système nerveux périphérique est représenté par l'ensemble des éléments 7 et 8. 7 représentent les nerfs crâniens, 8 représentent les nerfs rachidiens, dont les paires sont déjà connus dans le cours. Passons à l'organisation de la moelle épinière, système nerveux central. Donc, ça en coupe transversale. Regardez, on voit en 1, on trouve la substance grise, substance blanche, désolé. En 2, on trouve la substance grise centrale. En 3, on a une structure qualifiée de ganglion spinal qui caractérise ce qu'on appelle la racine dorsale. 5, c'est un nerf rachidien. Et 6, il représente la racine ventrale ou bien racine antérieure. Notez que l'emploi des termes sont les suivants. On parle de racine dorsale ou bien racine postérieure. Et on parle de racine ventrale ou bien de racine antérieure. On applique les termes dorsale avec ventrale et antérieure avec postérieure. Voici une coupe réalisée au niveau de l'encéphale, une coupe réalisée au niveau de la moelle épinière. La conclusion qu'on peut tirer est la suivante. C'est que la substance grise ici, elle est périphérique au niveau des invaginations de l'encéphale ou bien des hémisphères cérébraux, alors que la substance blanche, elle est centrale. Par opposition à l'encéphale, et au niveau de la moelle épinière, on a une substance blanche qui est périphérique, alors que la substance grise, elle est centrale, elle occupe la partie centrale de la moelle épinière. L'observation microscopique au niveau de la substance grise permet de montrer le système nerveux qui occupe cette structure-là. Donc, en microphotographie, regardez qu'est-ce qu'on trouve au niveau de la substance grise, une forme étoilée avec des prolongements, etc., avec la présence des points en noir. Donc, on qualifie la structure, ça, ce sont des corps cellulaires localisés au niveau de la substance grise. Donc, regardez l'emplacement du dendrite. À côté de ce corps cellulaire, on trouve et on montre la présence de ce qu'on appelle des cellules gliales. Donc, la substance grise est constituée de corps cellulaires en forme étoilée, contenant chacun un noyau et présentant des prolongements cytoplasmiques sous forme de dendrites et axones. À côté, on trouve un deuxième élément, l'ensemble des cellules gliales, de plus petites sur le plan taille et plus nombreuses. Ce sont des cellules de soutien, de nutrition et qui assurent la production, entre autres, la production de la myéline. Au niveau de la substance blanche en coupe transversale, regardez, en forme cylindrique, on trouve des points noirs qui représentent ce qu'on appelle des axones, entourés par une couche qualifiée de myéline. Donc, la substance blanche renferme des fibres nerveuses centrales, dont chacune est constituée d'un axone central entouré par une couche de gaine de myéline de nature lipidique. Les cellules gliales, elles assurent la synthèse de la gaine de myéline, à ce point. Le nerf rachidien, le nerf est constitué de fibres nerveuses périphériques, ce ne sont pas des fibres centrales. Certaines fibres sont formées d'axones entourés par une gaine de myéline et présentant des étranglements
au niveau du nœud de Ranvier, doublé par une gaine de Schwann. À ce moment-là, on parle de structures qu'on appelle les fibres myélinisées. En absence de la gaine de myéline, on parle de fibres amyélinisées et sont formées par des axones entourés par gaine de Schwann. Donc la présence ou bien l'absence de la myéline, donc elle détermine le type de fibre nerveuse. Fibre nerveuse en fait. Bien. Par des séries d'expériences. Exemple, les expériences de la mérotonie. Par des expériences de la croissance des cellules nerveuses embryonnaires. Donc, et par d'autres, on va essayer de déterminer une conclusion sur la structure générale de l'élément, de la structure unité du système nerveux. Donc, l'expérience de mérotomie, donc, il permet, la section réalisée au niveau de l'amibe, elle permet de déterminer deux parties, un fragment nucléé, partie avec noyau, partie sans noyau. Regardez que la partie formée par le noyau renferme le fragment nucléé. Il assure, entre autres, la survie et par la suite la régénération de la partie manquante. Alors que le fragment anucléé, il dégénère et finit par mourir. Donc le noyau est essentiel pour la survie de l'être vivant. En plus de la croissance de cellules embryonnaires permet de déterminer une structure voisine du neurone observé maintenant. L'expérience de Waller et de la dégénérescence wallérienne, c'est que la section réalisée permet de distinguer deux parties au niveau de la moelle épinière et du nerf rachidien. Donc la section du nerf rachidien ici permet de distinguer ce qu'on appelle le bout central et le bout périphérique. Le bout central survit, mais la partie, le bout périphérique, il dégénère et disparaissent. Donc regardez une représentation au niveau de la fibre nerveuse ici. Donc les étapes de la dégénérescence dans B et C. Donc regardez par la suite, qu'est-ce que vous voyez? La section dégénérescence. Et par la suite, D, donc il va y avoir régénération du bout central. À partir du bout central, le bout périphérique n'existe plus. Donc ça pour montrer encore l'importance du noyau. Mais l'ensemble de ces expériences permet de distinguer la structure générale qui représente un neurone. Donc le neurone est défini comme étant une unité structurale et fonctionnelle qui existe au niveau du tissu nerveux. Donc par les éléments qui existent au niveau de la substance grise et de la substance blanche, on a pu montrer par ces expériences, on a pu montrer que il y a une continuité entre les structures de la substance grise et de la substance blanche, et définitivement, on va avoir l'organisation suivante: un corps cellulaire avec des dendrites, un axone qui se prolonge, se termine par des boutons terminales et de l'arborescence terminale, donc des prolongements axoniques, ça. Donc on a l'axone peuvent être entourés par une gaine de myéline au niveau de la substance blanche, et elles peuvent être entourées par une gaine de myéline à laquelle s'ajoutent des cellules de Schwann ou bien une gaine de Schwann. Donc à ce moment-là, on parle de ce qu'on appelle de fibres myélinisées au niveau du nerf. Ici, on a représenté une comparaison entre les fibres nerveuses centrales et les fibres nerveuses périphériques. Donc regardez les fibres nerveuses centrales. Les fibres nerveuses périphériques ici sont myélinisées, les fibres nerveuses centrales sont ici myélinisées. Donc, axone existe partout, myéline existe partout. Donc, mais au niveau de la partie périphérique, on a constaté qu'il y a un ajout de l'élément, ce qu'on appelle gaine de Schwann. Donc, les éléments de la section permettent de repérer ici axone, gaine de myéline, gaine de Schwann. Ici, ça, le noyau de Schwann. Alors qu'ici, au niveau de C1 ou bien C2, donc on trouve encore l'axone entouré par une gaine de myéline. Donc, cette coupe-là, C1, donc, doivent y être réalisées au niveau de l'étranglement de Ranvier parce qu'il y a uniquement de l'axone. La structure de la fibre nerveuse centrale, de fibre nerveuse périphérique, donc structure axone plus gaine de myéline, donc il s'agit de cellules de fibre nerveuse centrale myélinisée, se trouve dans la substance blanche. L'origine de la gaine de myéline, c'est la présence de la cellule gliale. En cas de fibre nerveuse centrale amyélinisée, on a l'axone, donc il se trouve
encore de la substance blanche, mais comme il y a absence de la myéline, donc pas de structure responsable de ça. Au niveau de la fibre nerveuse périphérique myélinisée, on a axone, gaine de myéline, gaine de Schwann, se trouve au niveau du nerf rachidien. Donc l'origine de la gaine de myéline testée par Schwann. En absence de la myéline, donc on a fibre nerveuse périphérique amyélinisée au niveau du nerf rachidien. Mais les neurones s'associent, peuvent présenter des connexions, ou bien des zones de jonction, ou bien des zones de contact. On parle à ce moment-là, si le contact s'effectue entre des neurones, deux neurones, 1 plus 1 neurone, donc on parle de synapse neuronique. Si la jonction s'effectue entre un neurone et un muscle, on parle à ce moment-là de synapse neuromusculaire, donc ou bien plaque motrice. Et si la jonction s'effectue entre le synapse et s'effectue entre un neurone et une glande, on parle à ce moment-là de synapse neuroglandulaire. On va se concentrer pour le moment sur le cas de synapse neuronique. Donc, les boutons terminaux peuvent soit se mettre en contact en position S1, c'est-à-dire en position avec les dendrites, ou bien en contact avec le corps cellulaire, ou bien en contact avec l'axone. Pour cela, donc on définit les synapses, c'est un simple contact entre une terminaison nerveuse de l'axone, c'est-à-dire plus précisément le bouton synaptique d'un neurone, et le dendrite, ou bien le corps cellulaire, ou bien l'axone du neurone voisin. On parle à ce moment-là de synapse neuronique. Pour cela, on distingue en structure S1 un contact entre les prolongements axoniques et avec le dendrite, on parle de synapse axodendritique, ou bien en 2S2, on parle de synapse axosomatique, et en S3, on parle de synapse axonique. On va focaliser maintenant sur l'examination de ces positions de la main, le bras de l'avant-bras. Donc, regardez ici en position initiale, si on va avoir cette migration, donc on parle de flexion de la main. Ici, si la main va tomber en bas, on parle d'une position d'extension. Le même, cette position des doigts, donc on parle de position de flexion. Si cette position initiale va devenir une position T, on parle de flexion de la main, ou bien on parle de l'extension de la main. On a fait tout ça afin qu'on puisse expliquer cette érection. Se rapprocher, bien se mettre en contact avec une bougie allumée. Donc on parle de réaction de flexion de la main. Regardez cette réaction de flexion de la main, elle s'accompagne de muscles fléchisseurs qui devient contracté par opposition au muscle extenseur en bas qui devient relâché. La même réaction peut être observée en cas de la flexion de la jambe suite à avoir touché une punaise. Muscle extenseur, muscle fléchisseur. Le muscle fléchisseur, donc regardez la position ici, elle est en haut, au niveau de la jambe, ça devient le muscle fléchisseur en bas et le muscle extenseur, il devient en haut. Deuxième partie de notre thème, c'est l'étude de l'activité réflexe à point de départ cutané. Donc on va essayer, on va examiner, on va analyser cette réaction. Donc, le retrait de la main au contact d'un objet très chaud, le retrait de la jambe suite à la piqûre du pied par une punaise sont des réactions qui sont déclenchées par l'excitation de la peau. Donc, l'élément qui est ici touché, donc qui est affecté par la punaise, c'est la couche de la peau. Ici, de même, la couche de la peau de la main, du doigt. Donc, ce sont des réflexes à point de départ cutané. Les questions qui se posent ou bien les problématiques qui peuvent y être posées, quelles sont les propriétés du réflexe à point de départ cutané? Quelle est l'importance de cette réaction réflexe?
et quels sont les supports, les éléments anatomiques qui vont participer à la réalisation de ce réflexe à point de départ cutané. Bien. Donc, en termes d'importance de cette réaction réflexe, c'est la protection. Donc, notre peau ne peut pas supporter la chaleur, donc la brûlure. Donc, ceci va être à titre de protection, donc l'importance de la réaction réflexe à point de départ cutané. Les propriétés de cette réflexe-là, ce sont des réactions innées, depuis la naissance existent, involontaires, on ne peut pas le guider, stéréotypiques, c'est-à-dire se répètent de la même façon, quel que soit, inéluctibles, c'est-à-dire on ne peut pas encore l'éviter. Ils sont toujours déclenchés par un stimulus et ils sont adaptés pour la protection de notre organisme ou bien de notre peau ou bien des structures anatomiques. Les supports anatomiques de ce réflexe de flexion à point de départ cutané, il est montré dans le cours, dans votre cours, dans votre manuel, par l'ensemble des séries de la section réalisée au niveau de la racine antérieure, postérieure. Donc, de même, l'ensemble des réactions de stimulation du bout central, du bout périphérique permet de montrer cette conclusion, permet de tirer cette organisation de réflexe à point de départ cutané. Donc, ces structures-là, ces éléments-là décrivent ce qu'on appelle l'arc réflexe. Et l'élément essentiel pour cela, c'est le message nerveux transmis. Les éléments de notre support anatomique de ce réflexe, on parle des récepteurs sensoriels localisés au niveau de la peau. Ces récepteurs sensoriels, ce sont des thermorécepteurs en fait, qui vont recevoir la variation de la température. Et la stimulation à ce moment-là va être un objet brûlant par des conducteurs sensitifs, assurant ce qu'on appelle le voie sensitif. Donc, on va arriver vers le centre nerveux, qui est dans ce cas-là la moelle épinière. Comme le centre nerveux et la moelle épinière, on parle de réflexe médulaire, c'est-à-dire admis comme centre nerveux à ce moment-là la moelle épinière. Donc, cette voie de conduction est encore qualifiée de voie centripète. Ou bien encore on parle de voie afférente parce que le message nerveux va être conduit vers le centre nerveux de la moelle épinière. De la moelle épinière, il va partir un conducteur moteur, représente la voie efférente par des neurones motrices, des fibres nerveuses motrices encore. Donc, il va avoir la voie motrice, c'est une voie efférente, centrifuge encore appelée, qui va aller vers les effecteurs de notre réflexe, qui sont les muscles. Ici, on a deux muscles, donc muscle fléchisseur et muscle extenseur. Donc, comme réaction, on va avoir l'érection de retrait de la main suite à une érection de flexion. Un petit récap concernant l'ensemble des expériences, des résultats, des conclusions tirées à partir des expériences déjà réalisées sur la racine du nerf rachidien et autres. Donc, on peut tirer la conclusion suivante. En rouge, la racine postérieure conduit un message ici, un message nerveux sensitif, du récepteur sensoriel, c'était ici vers la moelle épinière comme étant un centre. Au niveau de la racine antérieure, donc conduit un message nerveux efférent, donc il va passer de la moelle épinière vers les muscles, donc motrice efférent de la moelle épinière vers les muscles antagonistes. En bleu, ici on a représenté le neurone impliqué dans cette réaction-là. Surtout, vous regardez la position du corps cellulaire au niveau du ganglion spinal. Donc, c'est un neurone unipolaire. Donc, le corps cellulaire du neurone sensitif se trouve localisé au niveau de la ganglion spinale. C'est un neurone unipolaire. Par opposition au corps cellulaire du motoneurone localisé dans la substance grise, c'est un neurone multipolaire déjà représenté en rouge.
Donc, c'est un schéma prédéfinitif représentant les neurones sensitifs en bleu, les motoneurones ou bien les neurones moteurs ou bien fibromotrices en rouge. Donc, regardez la position des muscles extenseurs, fléchisseurs, muscles extenseurs. Donc, regardez la direction de flexion déjà représentée ici. Donc, on a parlé comme un moteur essentiel de notre arc réflexe, la présence de ce qu'on appelle un message nerveux. Donc, allons-y voir la nature de ce message nerveux. Dans le réflexe de retrait de la main, le message nerveux qui prend naissance au niveau de la peau se propage vers le centre nerveux, moelle épinière. Depuis longtemps, on sait que le neurone est excitable et elle est conducteur et qu'il est le siège de ce qu'on appelle des phénomènes électriques. Notez que la communication entre les supports anatomiques impliqués ici dans notre réflexe est assurée par la présence de ce qu'on appelle un message nerveux. Donc la question qui se pose, quelle est la nature de ce message nerveux et quelle est son origine? Pour bien comprendre la nature du message nerveux, on va voir un neurone qui est au repos. Étude du potentiel de repos qui existe chez un axone au repos. Donc, on va ajouter un amplificateur attaché à un oscilloscope pour faire les enregistrements. Regardez la position des électrodes de réception. Dans notre premier cas ici, donc les deux microélectrodes sont localisées, sont insérées à l'intérieur de l'axone. Donc, regardez ce qu'on va enregistrer. Un DDP est égal à 0 mV. Lorsque les microélectrodes sont encore placées à la surface de l'axone, on enregistre toujours un DDP ou bien une différence de potentiel égale 0 mV. Par contre, lorsqu'on a un électrode qui va insérer l'autre qui va se mettre à la surface de l'axone, donc dès qu'on va insérer notre microélectrode, donc le DDP passe de 0 pour atteindre la valeur de moins 70 mV. Toujours au repos et en absence de toute stimulation. Donc, notre première conclusion est que le milieu extracellulaire et le milieu intercellulaire sont isopotentiels. Cet isopotentiel s'explique par les microélectrodes sont mis à l'intérieur ou bien à la surface, toujours on enregistre 0 mV. Que la DDP du potentiel au repos, lorsqu'on a un microélectrode inséré à l'intérieur, donc égale moins 70. Et que, dès qu'on a inséré notre microélectrode, ici on a passé de 0 à moins 70 mV, ça veut dire que notre milieu intracellulaire est chargé négativement, alors que notre milieu extracellulaire va être chargé positivement. Et on fait cette représentation du signe. Quoi donc un potentiel de repos? Donc le potentiel de repos, c'est la DDP qui existe entre la surface de la cellule et son intérieur. Et cette DDP, elle est estimée à un ordre égal à moins 70 millivolts. Donc, regardez si on applique le terme, notre abréviation, PR, DDP par exemple, sachez, ou bien MEC, MIC, sachez toujours dans votre copie d'examen d'écrire la signification de ces abréviations impliquées dans votre copie. Donc, PR, vous écrivez égal potentiel de repos, DDP, c'est la différence de potentiel. Et sachez toujours associer l'amplitude au potentiel impliqué dans votre analyse. On va chercher maintenant l'origine du potentiel de repos. L'origine, c'est une origine ionique. C'est la variation des ions, les charges des ions. C'est l'état ionique qui va être responsable de ce potentiel. Donc, dans les cellules nerveuses, la distribution des ions de part et d'autre de la membrane sont indiquées dans ce tableau-là. Donc, concentration d'ions, liquide extracellulaire ou bien milieu intracellulaire, liquide intracellulaire. Donc, la concentration, on a la plus dans le milieu extracellulaire très supérieure, pratiquement 9 fois. Et ici, regardez, à 10 fois
la concentration K+ dans le milieu intracellulaire, elle est importante. Donc, avec ces concentrations, on va avoir un potentiel de repos. Donc, ce potentiel de repos, elle est due, eh bien, elle résulte d'une répartition inégale des ions Na+, et K+, de part et d'autre de la membrane plasmique du neurone. Donc, c'est uniquement cette inégalité de répartition des ions Na+, qui ont été responsables de l'expression de ce potentiel de repos. Mais, sachant, normalement, la charge des ions de part et d'autre de la membrane devrait être égale. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la membrane cytoplasmique des cellules des axones, donc des cellules des axones, normalement, on a un déplacement selon le gradient de concentration, qui a pour objectif de quoi? D'assurer une égalité de répartition des ions entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. Ce transport-là, il est assuré de façon à travers des canaux, qu'on appelle des canaux de fuite. C'est un transport passif, c'est-à-dire il se fait selon le gradient de concentration, sans dépense d'énergie, avec passage dans des canaux spéciaux de Na+, passage des canaux K+, donc passe à travers ces canaux-là de fuite, et ces canaux sont de nature protéique, et ils sont toujours ouverts. Mais la question qui se pose, d'où provient cette inégalité de répartition? Ceci suppose la présence d'un autre mécanisme, d'un autre moyen qui va assurer cette répartition inégale toujours. Donc, on a remarqué que dans les conditions physiologiques normales, la diffusion passive des ions Na+, et K+ à travers les canaux de fuite ne conduit pas à une inégalité des ions. Normalement, les canaux de fuite conduisent à une égalité des ions Na+, et K+ de part et d'autre de la membrane. En plus, donc, de la diffusion passive, il doit y avoir un autre mécanisme qui va intervenir pour assurer cette inégalité de concentration de part et d'autre de la membrane. Donc, à côté de ces canaux de fuite, Na+, et K+, qui assurent un flux passif des ions Na+, et K+, à travers les canaux de fuite, toujours ouverts. Donc, il va y avoir un flux qui n'est pas passif, un flux qui est actif, pour les ions Na+, et K+, à travers une structure spéciale qu'on appelle pompe Na+, K+. Cette pompe, elle assure la répartition inégale des ions Na+, et K+ par un transport actif et non pas par un transport passif. Ce transport-là se fait contre gradient. Regardez, si normalement on aurait dû avoir entrée de Na+, ce flux-là assure l'égalité, mais ce flux-là contre gradient de concentration des ions, il nécessite de l'énergie sous forme de ATP. Cette énergie, cette molécule d'ATP va être hydrolysée pour libérer les ADP et l'EP, donc par la présence d'un enzyme qu'on appelle la TPase. Donc l'énergie qui va être libérée par cette réaction d'hydrolyse de molécules d'ATP, il va servir au transport des ions Na+, et K+, contre gradient de concentration à travers cette membrane de l'axone. Par opposition au potentiel de repos, on a un potentiel d'action à étudier. L'enregistrement du potentiel d'action va se faire toujours en utilisant des électrodes de réception, mais le facteur qui s'ajoute ici, donc c'est la présence des électrodes de stimulation. Donc, suite à une stimulation, donc on va avoir cet enregistrement. Donc, l'enregistrement du potentiel d'action va se baser sur la présence des électrodes de stimulation qui s'ajoutent au facteur de l'état de repos. Donc, l'oscilloscope existe toujours et on a cet enregistrement. Donc, le nom de ce tracé A, donc, est qualifié de potentiel d'action ou bien d'un électroneurogramme. L'analyse des phases du tracé est, en nous, on distingue un point de stimulation, donc, ou bien l'artefact de stimulation. OA, c'est le temps mis du potentiel d'action
pour parcourir la distance qui sépare la stimulation à l'électrode de réception. À ce moment-là, on parle de temps de latence. Le potentiel d'action est formé essentiellement par 3 phases. De A à B, on a une phase de dépolarisation. La phase de dépolarisation passe, la DDP à ce moment-là, il passe de moins 70 millivolts à plus 30. Donc il y a inversion de polarité. Le milieu extracellulaire devient chargé négativement. Le milieu intracellulaire qui était négativement devient positivement. Donc c'est pour cela qu'on appelle une dépolarisation. De B à C, on distingue une phase de repolarisation où la DDP passe de plus 30 vers moins 70. Donc il y a un retour à la polarité initiale. Le milieu extracellulaire redevient chargé positivement. Le milieu intracellulaire, il redevient chargé négativement. C et D, c'est invagination. Donc il y a une augmentation de la négativité interne par rapport à celle de repos. Donc l'élève est censé de distinguer cette structure à partir de ce potentiel ou bien de cet enregistrement, les différentes phases du potentiel d'action, l'analyse de ces parties-là et une coordination avec l'ensemble des données déjà ou bien qu'on va le voir par la suite. Donc on peut travailler au niveau du potentiel d'action sur la polarité de la membrane plasmique durant les 3 phases. Donc en vert, donc, on a une phase de dépolarisation, inversion des charges. Donc par la suite, un retour à l'état en rose, retour à l'état initial. Donc une négativité interne qui va s'augmenter ici, plus de négativité ici au niveau de l'axone, l'intérieur de l'axone. Donc ça c'est un petit exercice que vous pouvez le faire après avoir reconnu le potentiel d'action. Les conditions de naissance de ce potentiel d'action. Si on est dans une situation de potentiel de repos total, notre neurone n'est pas excité, donc on va montrer un potentiel de repos. Mais est-ce que n'importe quelle stimulation va conduire à la naissance d'un potentiel d'action avec des phases caractéristiques? Ceci dépend de la stimulation. Donc notre exercice, ou bien sur notre dispositif expérimental ici, on a travaillé avec, à l'aide des électrodes de stimulation et on porte sur notre neurone, sur notre structure nerveuse, des stimulations d'intensité croissante S1, S2, S3, S4, S5, S6. L'intensité est I1, I1, I2, I3, I4, I5, I6. Donc croissante. ME, c'est le milieu extracellulaire. MI, c'est le milieu intracellulaire. Donc, regardez, les enregistrements sont de 2 types. Soit des enregistrements comme cela, soit des enregistrements stables, même structure, même variation de DDP. Si ces enregistrements-là sont qualifiés de potentiel d'action d'après les expériences précédentes, mais ces potentiels-là sont des potentiels qui n'atteignent pas l'action. Ce sont des potentiels locaux. Regardez, plus l'intensité de stimulation va augmenter, plus la dépolarisation ou bien l'amplitude de la DDP va être plus importante. Donc, mais sans atteindre la structure du potentiel d'action fixe. Notez que la stimulation 4 avec l'intensité 4, c'est elle qui déclenche en premier temps ce qu'on appelle un potentiel d'action. Et par la suite, donc, quel que soit S5, S6 super S4, toujours on va avoir le même enregistrement ou bien la même présentation. Notez que par une intensité inférieure à I4, jamais obtenu ce qu'on appelle un potentiel d'action. Ceci conduit à définir I4 comme étant l'intensité liminaire capable de déclencher ce qu'on appelle un potentiel d'action. I4, c'est l'intensité liminaire minimale nécessaire limite pour déclencher ce qu'on appelle un potentiel d'action. Ces S1, S2, S4, S3 sont des intensités ou bien des stimulations inférieures à la limite demandée pour avoir un potentiel d'action. Alors S5 et 6, ce sont des intensités supraliminaires. Et
les conclusions tirées. En premier temps, suite à une stimulation, on a une réponse. Donc, ça veut dire que la fibre nerveuse, elle est excitable. Et elle conduit ce qu'on appelle un message nerveux. En deuxième temps, il s'agit des intensités infraliminaires par rapport à I4. Ce sont les stimulations S1, S2, S3 qui sont des stimulations inefficaces, c'est-à-dire incapables de déclencher ce qu'on appelle un potentiel d'action. Le message nerveux, il obéit à la loi du seuil. Et si lorsqu'on atteint le seuil de moins 50 millivolts, on déclenche un potentiel d'action. Le potentiel d'action, c'est le symbole de la transmission de ce qu'on appelle un message nerveux. De même, il y a des intensités supraliminaires qui restent encore des intensités, des stimulations efficaces. Ce sont les stimulations S4, S5, S6. Et comme conclusion finale, notre message nerveux, ou bien notre potentiel d'action, il obéit à la loi du tout ou rien. C'est-à-dire, c'est ou bien on atteint notre intensité, ou bien notre stimulation, ou bien notre limite, ou bien l'intensité liminaire, ou bien on n'atteint pas. Ce qui est représenté toujours en couleur dans notre support de cours ou bien notre révision, ce sont des termes scientifiques qui doivent figurer toujours dans votre rédaction lors des réponses aux examens. On a parlé de l'origine ionique du potentiel de repos, qui diffère pas beaucoup par rapport au potentiel d'action. Donc, de même, on va poser l'origine ionique du potentiel d'action. Donc, on a pu suivre la perméabilité de la membrane aux ions Na+, et K+, au cours de la réalisation d'un potentiel d'action. Et voici la représentation. On va représenter l'électroneurogramme ou bien notre potentiel d'action. Les phases sont distinguées. Stimulation OA, 0, moins 50, C, D, E, ici en bas, et F ici. Regardez que lors d'un potentiel d'action ici, d'un potentiel local, une légère déposition, dès qu'on atteint la valeur le seuil, moins 50 millivolts, regardez qu'est-ce qui se passe? Le flux entrant des ions Na+, augmente et devient croissant. Ceci est symbole de l'ouverture des canaux qui vont faire varier le voltage du potentiel maintenant pour passer de moins 70 à plus 30. On part à ce moment-là au point moins 50, l'ouverture du canaux voltage dépendant à Na+. Par la suite, regardez au point C, point de dépolarisation, fin de la déposition. Lorsqu'on va retourner à la repolarisation ici, regardez, on constate qu'il y a un flux sortant des ions Na+, des ions K+, désolé. Ce flux-là, il continue même, se termine à la fin de l'hyperpolarisation. Donc, notre première conclusion, la phase de la dépolarisation résulte de l'augmentation de l'entrée des ions Na+, qui va assurer une diminution progressive de la négativité interne. Donc, on passe de moins 70 à plus 30. Donc, la négativité interne diminue. La phase de repolarisation résulte de l'augmentation de la sortie des ions K+, qui assure maintenant l'augmentation progressive ou bien de la négativité interne ou bien le retour à l'état milieu intérieur, milieu intracellulaire négatif. Donc, au cours de ce potentiel d'action, l'entrée des ions Na+, sortie des ions K+, s'effectue d'une manière passive à travers des canaux dont l'ouverture dépend du niveau précis du potentiel. On est à moins 70, donc potentiel, les canaux voltage dépendants sont fermés. On est à moins 50 millivolts, ouverture du CVD, Na+. On est à plus 30, ouverture de canaux voltage dépendant K+, donc qui continue jusqu'à la fin de l'hyperpolarisation. Donc ici, l'ouverture des canaux dépend du voltage C pour des canaux, V pour dire voltage, moins 50, plus 30, moins 70 ou bien encore, et ils dépendent de ce voltage-là. Bien.
De même, on peut faire cette représentation. Le potentiel d'action résulte d'une modification passagère de la mobilité de la membrane aux ions Na+ et K+, donc ça explique l'origine ionique, due à l'ouverture du canot ionique voltage dépendant. Donc on peut vous demander l'association ou bien une représentation des canaux lors de chaque phase. Donc ici, lors de la dépolarisation, regardez ici, vous avez canaux de fuite qui assure le transport passif. La pompe Na+, K+, qui travaille, à laquelle s'ajoutent les CVD Na+, qui sont ouvertes. Lors de la phase de repolarisation ou bien de l'hyperpolarisation, les canaux de fuite sont ouverts toujours et travaillent de façon passive, sans dépense d'énergie selon le gradient de concentration. Et ça, la pompe Na+, travaille contre le gradient de concentration. Et regardez ici, il y en a une sortie des ions K+, du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Donc, pendant la phase de repolarisation, lorsque l'IDP atteint plus 30, il y a ouverture du CVD K+, d'où sortie lente, progressive des ions K+, il y a une augmentation de la négativité interne jusqu'à le retour à la polarité initiale. Pendant l'hyperpolarisation, donc regardez, ouverture prolongée du CVD-K+, excès des ions K+, dans le milieu extracellulaire, la négativité interne dépasse celle de repos. Ça, c'est la forme d'association entre la phase, ou bien les phases de potentiel d'action et l'existence du potentiel l'existence des canaux, le travail des canaux. Donc ça c'est toujours, si vous allez présenter dans votre examen des dessins ou bien des schémas, ça c'est qu'elles soient nettes, pertinentes, centrées, titrées, utiliser les couleurs possibles, s'il y en a des couleurs à utiliser, oui, essayez d'utiliser les couleurs, possible pour expliquer les transformations, le passage, le flux. Donc tout ceci c'est propre à la partie du système nerveux, donc dans l'analyse, dans le travail nécessite un tout petit peu de spécificité, de spécial, quelque chose de spécial. Donc on a constaté ici à la fin du potentiel d'action, à la fin de phase de l'hyperpolarisation, il y a retour à l'état initial. Donc le retour à la polarisation normale de la membrane, c'est-à-dire pour retour au potentiel de repos, se fait grâce à l'activité de la pompe. Ça est assuré par la pompe Na+, K+, après l'hyperpolarisation. La fibre nerveuse, après avoir été le siège d'un potentiel d'action, suite à une stimulation efficace, ne peut pas réagir toujours et immédiatement à une nouvelle stimulation, ou bien pendant ce potentiel d'action, on ne peut pas réagir. C'est ce qu'on appelle la période d'inexcitabilité, ou bien période où la fibre nerveuse elle est inexcitable, elle ne réagit pas. On qualifie encore cette période-là par la période réfractaire. Elle est due quoi? À la fermeture momentanée des canaux voltage dépendant de Na+, après dépolarisation. Donc après la dépolarisation, la fermeture des canaux Na+. C'est vrai. Après la naissance, les conditions de naissance d'un potentiel d'action qui vont être responsables de transmission d'un message nerveux. On va parler maintenant de la propagation. C'est la conduction du message nerveux. Plusieurs questions se posent. Au cours du réflexe cutané, le message nerveux est généré au niveau des récepteurs sensoriels, c'est-à-dire elle prend naissance au niveau de la peau, au niveau des récepteurs sensoriels de la peau, se propage vers le centre nerveux, tout par des neurones sensitifs. Donc, s'il va se propager, ça veut dire qu'il va présenter une vitesse de propagation. Donc, il fallait bien maintenant calculer ce qu'on appelle la vitesse de propagation du message nerveux. Il faut définir, comme vous savez, pour calculer la vitesse, il faut définir la distance parcourue et il faut définir le temps mis. Donc, V est égal à delta D sur delta T. Donc, la variation de la distance et la variation de du temps. Donc, suite à ici, regardez, on a un stimulateur, donc lecteur de stimulation. Ici, on a lecteur de réception R1, lecteur de réception R2. Donc,
Vecteur de réception R1 est attaché à l'oscilloscope 1. Vecteur de réception R2, elle est attachée à l'oscilloscope 2. Regardez la distance. Ici, entre l'électrode de stimulation, l'électrode de réception R1 est 4 cm. L'électrode R1, R2, la distance qui sépare R1 et R2, elle est 6 cm. Voici dans les deux cas, la stimulation est efficace. C'est pour cela qu'on a enregistré ce qu'on appelle un potentiel d'action dans les deux cas, en O1 et en O2. Les calculs vont se faire comme suite. Calcul de la vitesse de la propagation, VDA sur TA. Donc, l'unité internationale, c'est le mètre par seconde. La distance entre les électrodes de stimulation R1. T1, c'est le temps de latence du PA au niveau du O1. Donc, c'est pour cela qu'on a la distance 4 cm sur 4 à 10 à l'absence au moins 2 pour avoir le mètre, ou bien 0,04. Le temps, c'est 0,04. Donc ici, donc 5 unités, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, entre l'artefact de stimulation et l'apparition des potentiels d'action, 1, 2, 3, 4. Donc 4 millisecondes, donc 4 10 absence moins 3 secondes, donc 0,04 sur 0,004, donc 10 mètres par seconde. De même, donc les enregistrements de la distance de 2, donc distance entre R1 et R2, décalage entre PA du niveau O1 et O2, donc on va avoir ici, donc ça et ça, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6, donc 6 millisecondes, 6 unités de millisecondes, donc 0,06 c'est 0,006 s seconde, donc on va avoir vitesse 10 mètres par seconde. Donc tout au long, cette fibre nerveuse, donc la vitesse n'a pas changé, elle est à 10 mètres par seconde. Donc les potentiels d'action se propagent au niveau du même fibre, avec la même vitesse, donc sans modification de vitesse. Sachez toujours, dans les exercices qui présentent, on vous présente des calculs, écrivez l'application littérale, par la suite vous écrivez l'application numérique, écrivez la valeur des DA, écrivez la valeur des TA, par la suite vous écrivez AN, et je veux faire ça sur ça, donc cette valeur sur l'autre valeur, donc pour donner l'intention que vous êtes en train de savoir et vous êtes déterminant dans vos calculs. On va chercher maintenant la relation entre la vitesse de la propagation des messages nerveux et les caractéristiques en fait de la fibre nerveuse. Donc généralement on travaille avec la fibre nerveuse de l'axone de Calamar ou bien l'axone de Calamar parce que le diamètre est de 1 mm. C'est un diamètre géant comme on a dit. Et on sait que les fibres nerveuses sont de deux types, soit des fibres myélinisées ou bien myéliniques, ou bien ce sont des fibres amyélinisées ou bien amyéliniques, la présence ou l'absence de la myéline. Donc, pour les fibres myélinisées, regardez, lorsqu'on va augmenter les diamètres, regardez la vitesse, elle va passer de 30, 60 à 120. Donc, si on multiplie les diamètres des fibres, ou bien on augmente le diamètre des fibres, la vitesse de la propagation des potentiels d'action, elle va augmenter. De même, pour le même diamètre, 2 micromètres, en cas de fibres myélinisées, regardez, on a 30 mètres par seconde. Lorsque les fibres sont amyélinisées, donc on a 2 mètres par seconde. Donc, la présence de la myéline ici, regardez, elle va multiplier par 15. Ici, la vitesse, elle est multipliée par 15. Donc, la vitesse de la propagation, elle est d'autant plus importante, au niveau des fibres myélinisées que dans le cas des fibres amyélinisées. De même, regardez, lorsque la température est à 37 degrés, et dans le cas des fibres amyélinisées, on va prendre ici 10 micromètres, ici. Lorsqu'on a un diamètre de fibre égal 10 micromètres, à une température égale 37 degrés, la vitesse est égale 60 mètres par seconde.
Donc, dans le cas des fibres dont le diamètre est toujours à 10 micromètres, mais la température elle est 20, regardez, on passe de 60, on passe de 17 mètres par seconde. Donc, la température, elle influe la vitesse de la propagation du message nerveux. Et à ce moment-là, on peut tirer les conclusions suivantes concernant la variation ou bien comment on varie la vitesse de propagation du message nerveux. La vitesse de la conduction ou bien de la propagation du message nerveux augmente avec le diamètre. Ça, déjà montré de la fibre. La vitesse de la conduction du message nerveux augmente en fonction de la température. Donc 20, 17, 37, 60. La présence de la gaine de la myéline est déterminante dans la conduction de la message nerveux, surtout dans la vitesse de la message nerveux. Donc, comment la présence de la myéline va être un facteur déterminant dans la conduction, bien de la propagation des messages nerveux. Voici comment se fait la conduction dans le cas des fibres amyélinisées et dans le cas des fibres myélinisées. Donc, premier coup de temps, on peut distinguer qu'il ne s'agit pas de même propagation. Donc, mais on a pratiquement le même sens de propagation. Regardez ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a ici une zone réfractaire, par la suite plus, les charges moins vont passer ici, donc plus vont devenir ici, donc ici on a une dépolarisation de cette zone-là, inversion des charges, etc. Par le courant de Louko, il va y avoir l'attraction des charges négatives, positives par les charges négatives, et ça se passe comme ça. Donc ici on parle d'une propagation. Cette zone-là va devenir, elle est dépolarisée par la suite. Cette zone-là, elle va revenir à l'état initial de cette zone-là dépolarisée. Par la suite, cette zone-là, elle va devenir va retourner à l'état initial. Cette zone-là, donc, elle va devenir dépolarisée. Donc, on parle d'une dépolarisation de proche en proche. Donc, c'est une propagation à ce moment-là, elle est continue à partir d'une zone qui est définie comme étant une zone réfractaire pour imposer un sens de propagation, de conduction des messages nerveux pour que la propagation ne recule pas par l'arrière. Et aussi, on a une propagation continue de proche en proche. Elle est par opposition aux fibres myélinisées, elle va présenter une vitesse faible. Dans le cas de fibres myélinisées, notons que la présence des canaux voltage dépendants se trouve localisée au niveau du nœud de Ranvier. C'est ici qu'il va y avoir les charges. Donc, on note la présence de gaine de myéline qui est un isolant électrique. On note la présence de cellules de Schwann, les gaines de Schwann externes. Les canaux ici se trouvent ici. Ils se trouvent au niveau des étranglements ou bien des nœuds de Ranvier. Le sens de propagation, elle est définie comme cela. Toujours il y a travail des canaux, des courants locaux qui vont assurer l'attraction des charges positives par les charges négatives. Une phase de dépolarisation. T plus 1, donc on va avoir la déposition du nœud suivant. Par la suite, le nœud suivant. Donc ici, on parle d'une propagation, oui, qui n'est pas continue comme dans le cas de la myélinisée. Donc c'est une propagation discontinue caractérisée par un saut d'un nœud vers un autre, donc d'un étranglement vers un autre. À ce moment-là, on parle d'une propagation saltatoire qui va conduire à une vitesse qui va être plus rapide que dans le cas des fibres myélinisées plutôt. Donc, à titre de comparaison, dans les fibres amyélinisées, la propagation se fait de proche en proche. Elle est continue. Dans le cas des fibres myélinisées, la propagation elle est discontinue, oui, parce qu'il y a la présence de myéline qui est un isolant électrique. Car les charges électriques sautent d'un nœud de Ranvier à un autre nœud de Ranvier voisin. Ceci, elle est due au fait que la myéline, c'est un isolant électrique, oui, et que les canaux ioniques voltage dépendants sont localisés au niveau du nœud de Ranvier. On parle à ce moment-là d'une propagation saltatoire qui saute et qui est plus rapide, plus importante que dans le cas de la propagation continue. Dans
les conditions tout physiologiques normales, le sens de la propagation, on a défini depuis la première partie de la leçon, suit toujours la même direction, c'est-à-dire des dendrites au corps cellulaire et du corps cellulaire vers l'axone et aux terminaisons axoniques. Donc, par une simple réflexion, donc on peut avoir, voici la forme caractéristique du neurone. Donc, on a une réception d'un stimulus par les récepteurs sensoriels. Donc, on va avoir au niveau des neurones la production, bien la naissance d'un PA. Le PA, il va se propager, il va être conduit tout au long de l'axone, soit de façon continue, soit de façon saltatoire, discontinue, bien de proche en proche. Par la suite, arrivé au niveau du bouton terminal, il doit y avoir ce qu'on appelle la transmission synaptique. Donc, c'est la partie suivante. La transmission au niveau du synapse, comment c'est fait? Rappelons que les synapses sont des jonctions entre le bouton terminal et d'autres éléments, les autres éléments d'un neurone, comme dans le cas de neuronironique. Donc, les structures caractéristiques du synapse neuronironique. Donc, regardez ici une microphotographie, synapse neuronironique. Mais ici, on a une membrane post-synaptique. Ici, on a une membrane présynaptique. Ici, on a une fente synaptique. Au niveau de l'élément présynaptique, on peut parler d'un élément présynaptique qui s'étend d'ici vers là. Et ça, représente la partie, ou bien partie post-synaptique. Ça, partie présynaptique. Ou bien élément présynaptique, élément post-synaptique et fente. Regardez qu'est-ce qu'on trouve au niveau de l'élément présynaptique. On trouve des mitochondries, sources d'énergie, des vésicules synaptiques. Et au niveau de ces vésicules synaptiques, on note la présence de ce qu'on appelle les neurotransmetteurs. Qu'est-ce qu'on va avoir comme structure, ultrastructure? Synapse neuronironique comporte un élément présynaptique formé d'une terminaison nerveuse de l'axone, du neurone présynaptique. Ceci définit l'élément neurone présynaptique. Ceci va être un élément de neurone postsynaptique. Cette terminaison contient des vésicules synaptiques contenant une substance chimique impliquée dans la transmission du message nerveux et appelée pour cette raison un neurotransmetteur. C'est pour cela qu'on parle d'une transmission chimique, plutôt la transmission synaptique. C'est une transmission chimique parce qu'il met en jeu ce qu'on appelle neurotransmetteur. Une fente synaptique, c'est l'espace qui sépare la membrane ou bien l'élément présynaptique de la membrane ou bien de l'élément postsynaptique. Un élément postsynaptique formé par la région membranaire épaisse et spécialisée du neurone postsynaptique, mais surtout, elle contient des récepteurs spécifiques aux neurotransmetteurs qui vont être libérés par les éléments ou bien les vésicules synaptiques de l'élément présynaptique. Donc, l'élément postsynaptique doit contenir essentiellement des récepteurs spécifiques aux neurotransmetteurs qui existent au niveau des vésicules synaptiques, de l'élément présynaptique. Mécanisme de transmission synaptique. Comment se fait la transmission, bien le passage à travers une structure spéciale qu'on appelle synapse. Synapse au repos, regardez ici, ça, synapse en activité suite à l'arrivée d'un potentiel d'action. Comment elle se présente? Regardez surtout la présence des formes de ce qu'on appelle de libération de contenu ou bien des neurotransmetteurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle forme d'exocytose. Donc la présence de forme d'exocytose implique la présence ou bien l'état d'activité de synapse. Bien, pour distinguer donc l'état d'activité ou bien de repos de synapse, donc on va se baser sur la présence ou bien l'absence de ces formes d'exocytose. Donc, la comparaison, donc le nombre de vésicules synaptiques ici, lorsqu'on est au repos, au niveau du bouton présynaptique, sont très importants.
L'état des vésicules, ces vésicules-là, elles sont fermées, donc ne sont pas ouvertes. Lorsque le synapse est activé, ou bien elle est en activité, donc on parle de bouton synaptique qui est pauvre en vésicules. Quoi est dû ça? À quoi est dû ça? Donc certaines vésicules synaptiques sont en forme d'exocytose et vont libérer leurs produits de neurotransmetteurs en fait. Donc l'existence des vésicules synaptiques en forme d'exocytose suite à l'arrivée d'un potentiel d'action au niveau de l'élément présynaptique prouve qu'il y a libération d'une substance chimique, donc qu'on a appelé neurotransmetteur, dans la fente synaptique qui va assurer la transmission de ce message nerveux. Donc la transmission des messages nerveux au niveau des synapses est qualifiée d'une transmission synaptique. Bien. Une autre comparaison possible, donc avant la libération des neurotransmetteurs dans la fente synaptique et après la libération des neurotransmetteurs au niveau de la fente synaptique. Les récepteurs localisés au niveau de la membrane postsynaptique, ici ils sont vides, alors qu'après la libération, donc on va constater ici la fixation du neurotransmetteur. L'état des canaux chimiodépendants. Les canaux chimiodépendants ici ils sont fermés parce que les canaux qui vont intervenir lors de la transmission synaptique sont qualifiés des canaux chimiodépendants, CCD. Donc, lorsqu'il y a libération des neurotransmetteurs de l'élément présynaptique, donc on va constater qu'il y a ouverture de ces canaux. Par absence de transmission synaptique, ici, il y a absence de mouvement des ions. Et par la suite, pas de modification au niveau de la membrane postsynaptique. Alors que, lorsqu'il y a libération des neurotransmetteurs, on constate qu'il y a fixation des neurotransmetteurs, ouverture des canaux chimiodépendants, spécifiques et spéciales, il y a des mouvements ioniques spéciaux aux ions et spécifiques aux ions. Par la suite, il va y avoir modification du potentiel et on va avoir l'assistance, ici on va enregistrer par l'oscilloscope, l'apparition d'un potentiel post-synaptique avec deux types différents. Les étapes pour la naissance d'un potentiel post-synaptique ou bien les étapes de la transmission synaptique. Ce schéma, il indique les étapes qui sont inscrites sur vos manuels. Donc, l'arrivée du potentiel d'action au niveau de l'élément présynaptique, on enregistre un train de potentiel d'action ici. Donc, par la suite, il va y avoir ouverture des canaux CA2+, entrée des canaux des ions CA2+, à l'intérieur de l'élément présynaptique. Par la suite, on va avoir rapprochement des vésicules ou bien des vésicules synaptiques de la membrane présynaptique. Exocytose, libération des neurotransmetteurs de la fente synaptique. Par la suite, fixation des neurotransmetteurs sur les récepteurs de la membrane postsynaptique. Et on va enregistrer des PPS, c'est-à-dire du potentiel postsynaptique. Par la suite, on peut avoir la naissance d'un potentiel d'action. Il va y avoir l'inactivation du neurotransmetteur au niveau de la fente, ou bien il peut y avoir ce qu'on appelle le récapture du neurotransmetteur au niveau de l'élément présynaptique. Ici, on a dit qu'on va avoir la naissance d'un potentiel postsynaptique. Les enregistrements de potentiel postsynaptique. Regardez. Les enregistrements, ici un neurone, on a stimulation électrique, mais on va voir ici des enregistrements E1, E1, ici on va voir des enregistrements E2 au niveau du neurone postsynaptique, au niveau du cône axonique du neurone postsynaptique N2, N1, N2, N3. Donc regardez ici, suite à l'arrivée du potentiel d'action, donc on va enregistrer ce qu'on appelle une légère déposition OHU. Ici, arrivé ici au niveau du cône axonique, l'amplitude va diminuer. Pourquoi? Parce que le PPS
sont graduables, dégradables. Donc, ce sont des potentiels locaux, sont identiques aux potentiels locaux. Et aux propriétés des potentiels locaux. Ça, c'est un potentiel post-synaptique qui est caractérisé par une légère déposition. Donc, ici, on a une hyperpolarisation. Cette hyperposition est déjà enregistrée ici. Donc, lorsqu'elle va passer au niveau du connexe unique, il va diminuer d'amplitude. Regardez, normalement, il était là. Donc, on devient ici. Donc, diminution de l'amplitude. Donc, lorsqu'on a une dépolarisation, donc on va appeler ça un PPSE. Lorsqu'on a une hyperpolarisation, on parle de PPSI. Donc, le potentiel enregistré ici ou bien là, donc il E1 ou bien E1', donc il indique qu'il peut nous donner une idée sur le type de jonction ou bien le type de synapse qui existe ici. Si on va enregistrer par exemple un PPSE, donc on va dire que cette synapse-là, c'est une synapse excitatrice. Ou bien si on va enregistrer une synapse, un PPSI, donc on va parler de ce moment-là d'une synapse inhibitrice. Donc, E1, on va enregistrer un PPSE. C'est une légère dépolarisation qui atteint la valeur de moins 55 millivolts. Donc, se rapproche du potentiel de valeur de moins 50 millivolts. C'est de déclencher un potentiel d'action. La synapse N1, N2, donc N1, N2, donc cette association est une synapse excitatrice. En 1', ici, on a enregistré une légère hyperpolarisation qui atteint la valeur de moins 80 millivolts. Donc, il s'éloigne du potentiel de valeur seuil moins 50 millivolts là. Et à ce moment-là, on va parler d'ici, il s'agit d'une synapse inhibitrice. Comme conclusion, donc ces potentiels post-synaptiques se propagent à courte distance avec une diminution d'amplitude, c'est-à-dire ils peuvent subir un amortissement ou bien peuvent subir une graduation, diminution. Ils sont graduables. Les PPS sont graduables. Donc on a distingué les PPSE, symbole de la présence, symbole d'une synapse excitatrice, et PPSI, symbole des synapses inhibitrices. Fonctionnement de synapses excitatrices et inhibitrices, on va commencer par le cas de synapses excitatrices. Regardez, si on enregistre un enlevé de potentiel d'action, ouverture des canaux CA2+, entrée des CA2+, CA2+, va provoquer le rapprochement des vésicules synaptiques de la membrane présynaptique, ouverture, libération des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs vont se fixer sur le récepteur de la membrane postsynaptique. Par la suite, il doit y avoir l'ouverture, ce qu'on appelle les canaux chimiodépendants ANA+. Donc, cette ouverture des canaux chimiodépendants ANA+, il va entraîner une entrée des ions ANA+, d'où une légère dépolarisation. Cette déposition va être qualifiée de PPSE. Ces neurotransmetteurs, ils vont provoquer la naissance d'un PPSE ou bien une légère dépolarisation. Donc à ce moment-là, on parle de quoi? On parle de neurotransmetteurs excitateurs. Donc, l'excitation de ces neurotransmetteurs, c'est de type acétylcholine par exemple, ils vont assurer la naissance toujours de ce qu'on appelle un PPSE. Les synapses excitatrices, lors de l'ouverture des canaux chimiodépendants après la fixation des transmetteurs sur les récepteurs de la membrane postsynaptique, vont entraîner une entrée massive des ions ANA+ dans le neurone postsynaptique, ce qui provoque une légère dépolarisation du neurone postsynaptique appelé potentiel postsynaptique excitatrice. Potentiel postsynaptique excitateur. Quelques exemples sur nos neurotransmetteurs, on peut citer l'acétylcholine, la noradrénaline, ou bien toute substance qui va avoir l'action voisine. Ici, dans le cas des synapses inhibitrices, pratiquement, on a les mêmes
action ou bien la même fonction ou même déroulement. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a arrivé du potentiel d'action. Ici, on va avoir la naissance de PPSI. Donc, à quoi IDU, les mêmes étapes existent ici. Les mêmes étapes, donc, on a ici libération des neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs, ici, ils vont avoir l'aspect d'inhibition. Dès qu'elles vont se fixer sur le récepteur, il va y avoir quoi? L'entrée des ions, c'est L-, l'ouverture des canaux chimiodépendants, c'est L- qui s'ajoute comme type de canaux. Donc, et en même temps, vous avez sortie des ions K+, vers la fente synaptique, ce qui va augmenter la négativité interne de la membrane post-synaptique. Donc, d'où la naissance d'un PPSI. Synapse inhibitrice, lors de l'ouverture des canaux chimiodépendants, il va y avoir l'entrée de ces L-, le neurone post-synaptique. En même temps, il va y avoir sortie des ions K+, ce qui va provoquer une hyperpolarisation du neurone post-synaptique, appelé potentiel post-synaptique inhibiteur. Notez PPSI, l'exemple des neurotransmetteurs qui assure cette action de transmission d'inhibition. Donc, on s'appelle GABA, l'acide gamma-aminobutyrique. Sous forme d'activité, vous demandez par exemple une comparaison entre synapses excitatrices et synapses inhibitrices. Donc, toujours, on a dit que toutes comparaisons doivent être affichées sous forme de tableau. Les tableaux vont renfermer des colonnes et les éléments à comparer vont être sous forme des lignes. On va dresser, on va comparer chez les synapses excitatrices et inhibitrices, les neurotransmetteurs. On a dit que les neurotransmetteurs, dans le cas de synapses excitatrices, sont l'acétylcholine, noradrénaline, dopamine. Au cas des synapses inhibitrices, le GABA. Les canaux chimiodépendants impliqués, ce sont CCD, ANA+, dans le cas de synapses excitatrices. Les CCD, CL-, CCD, K+, dans le cas de synapses inhibitrices. La perméabilité, elle est assurée par l'entrée des ions ANA+, dans le cas de synapses excitatrices. L'entrée de CL-, sortie de K+, dans le cas de synapses inhibitrices. Le signal électrique enregistré correspond à une légère dépolarisation, qualifiée de PPSE, et dans le cas de synapse inhibitrice, une hyperpolarisation qualifiée de PPSI. Ceci est demandé dans le cas des examens, du devoir, etc. Il faut faire attention à ces remarques-là. Donc, la transmission synaptique se fait par l'intermédiaire d'un neurotransmetteur, intermédiaire d'une substance chimique. C'est pour cela qu'on parle de cette transmission chimique. Le sens de la transmission est unidirectionnel. Il passe toujours de l'élément présynaptique vers l'élément post-synaptique. Un neurone présynaptique ne fabrique qu'un seul type de neurotransmetteur. Celle qui libère l'acétylcholine libère uniquement l'acétylcholine. Après la naissance de potentiel post-synaptique, il doit y avoir l'inactivation rapide des neurotransmetteurs dans la fente synaptique, soit par dégradation dans la fente, soit par une récapture par le bouton synaptique. On appelle encore délai synaptique le temps mis par le message nerveux, quoi pour franchir une synapse pour passer de l'élément pré à l'élément post. Donc, finalement, l'amplitude du potentiel post-synaptique, PPSE ou bien PPSI, est proportionnelle à la dose du neurotransmetteur qui va être libéré dans la fente synaptique. Encore, on peut vous demander une comparaison dans un tableau du fonctionnement du synapse excitatrice. Du fonctionnement. Ce n'est pas une comparaison de synapse excitatrice et inhibitrice. On parle de fonctionnement, variation du fonctionnement des deux synapses. Donc, comme différence, ce sont déjà marqués en bleu pour le cas de synapse excitatrice et en vert pour le cas de synapse inhibitrice. Donc, les neurotransmetteurs ici, la libération des neurotransmetteurs excitateurs, ici c'est l'acétylcholine dans le cas de l'excitatrice, ici neurotransmetteur inhibiteur GABA. On parle des canaux ici, ouverture des canaux comme cinquième étape de la transmission synaptique dans le cas de synapse excitatrice. Canaux ioniques chimiodépendants ANA+. Ici, on va avoir l'intervention de CCD, K+, et Cl-. Ici, on a l'entrée des ions ANA+, sortie de K+, entrée de Cl-,
Ici, on a une légère dépolarisation PPSE. Ici, on a une légère hyperpolarisation PPSI. Encore, sous forme d'activité, on peut vous demander les canaux voltage dépendant et comparaison entre les canaux voltage dépendant et les canaux voltage chimiodépendant. Regardez, les CCD sont de nature protéique et assurent le flux unique passif et sont fermés au repos. Oui, toujours ça pour les CVD et pour les CCD. Ceci devient ouverte au repos, donc dans les cas de fuite, les canaux de fuite. La localisation des CCD au niveau du connexe sonique, deux nœuds de renvier, au niveau de l'arborisation terminale, alors que les CCD, ils sont localisés uniquement au niveau de la membrane post-synaptique. Les conditions d'ouverture des canaux CVD. Potentiel seuil, lorsqu'on atteint le seuil de la membrane, donc moins 50 mV, on va avoir. Et les CCD sont ouvertes suite à la fixation d'un neurotransmetteur sur les récepteurs spécifiques. Le rôle physiologique, il assure la naissance, la propagation des messages nerveux, alors que les CCD vont assurer uniquement la transmission synaptique. On passe maintenant au rôle d'intégration qui se fait au niveau du neurone post-synaptique. Au niveau du centre nerveux, un neurone établit plusieurs milliers de synapses avec d'autres neurones. Il peut recevoir en même temps ou bien successivement un grand nombre de messages nerveux. Il peut recevoir des messages nerveux positifs et négatifs, c'est-à-dire excitateurs ou bien inhibiteurs. Les excitateurs sont représentés par des boutons rouges qui vont engendrer ce qu'on appelle un PPSE, les potentiels post-synaptiques excitateurs. Les autres inhibiteurs en vert, des boutons verts, et sont appelés des PPSI. Donc, suite à l'arrivée de ces potentiels, l'enregistrement des potentiels d'action et les enregistrements des PPSE, des PPSI, qu'est-ce qui se passe au niveau de la neurone post-synaptique ou bien la neurone géante? Il va y avoir ce qu'on appelle l'intégration post-synaptique. C'est une capacité du neurone post-synaptique d'intégrer, de faire l'intégration à tout instant de quoi? Des potentiels post-synaptiques. Quels sont les différents types de ce potentiel? Ils peuvent y être soit des PPSE, soit des PPSI, qui lui parviennent des neurones présynaptiques. Par quoi? Comment il va réagir le neurone postsynaptique pour l'intégration? Il va assurer soit une sommation d'ordre spatial, soit une sommation d'ordre temporel. Si la somme obtenue au niveau du cône axonique, une structure spéciale qui s'ajoute maintenant, au niveau du cône axonique est égale ou supérieur au seuil de moins 50 mV, donc il va y avoir l'émission d'un potentiel d'action au niveau du neurone postsynaptique. Donc distinguez que l'intégration consiste à une sommation spatiale et temporelle des PPS, E et I, E ou E, I, P, E ou I. Donc par la suite, on va avoir le calcul. Le compte bon, on arrive à moins 50 mV, on déclenche ce qu'on appelle un PA. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la sommation? Mise en évidence des phénomènes de sommation. Le neurone postsynaptique M, il reçoit simultanément 4 signaux afférents qui proviennent d'ici, de là. Donc, 4 neurones, 4 signaux afférents issus de 4 neurones présynaptiques au niveau du cône axonique. On enregistre un potentiel d'action. C'est bien. Comment vous expliquez l'essence du potentiel d'action? Précédemment indiqué. Donc, au niveau du cône axonique, il se fait la sommation. Si on atteint le seuil de moins 50 mV des PPS enregistrés, donc on va avoir un potentiel d'action. Ici, on a eu un potentiel d'action, ça veut dire que la somme des PPS atteint le seuil, on va avoir un potentiel d'action. Mais quel type de sommation peut-on attribuer au neurone M? Le type de la sommation faite au niveau de M, c'est une sommation qu'on appelle une sommation spatiale.
Pourquoi on l'appelle sommation spatiale? Parce qu'on va faire la somme de ce PPS, ce PPS, ce PPS, ce PPS, arrivé répartis spécialement, répartis spatialement en fait, répartis spatialement, les PPS qui arrivent au niveau du connexe sonique et de ces boutons qui sont bien répartis. Donc, la naissance d'un potentiel d'action est expliquée par une sommation des différents PPS, donc on note 4 PPS, créés au niveau des 4 synapses. Cette sommation a donné un PPS global qui atteint le seuil de 20 millivolts, c'est-à-dire on passe de moins 70 millivolts vers moins 50 millivolts, donc ça veut dire 20 millivolts l'amplitude, nécessaire pour la naissance de PA. Donc il s'agit ici d'une sommation. Ce qui a été réalisé ici, c'est une sommation de ça, 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 ça. Donc la sommation, elle est spatiale. Par contre, neurone M, maintenant, il reçoit successivement 4 signaux afférents issus d'un seul neurone. Maintenant, on a stimulé uniquement l'afférence A d'un seul neurone présynaptique, 4 potentiels d'action présynaptiques qui proviennent très rapprochés au niveau du connexe sonique. On va enregistrer un potentiel d'action. Comment vous allez expliquer la naissance d'un potentiel d'action? La stimulation de la même afférence à plusieurs reprises, elle a conduit à une atteinte du seuil de 20 millivolts ici. Par la suite, on a enregistré un potentiel d'action qui présente des pins, symboles des stimulations déjà affectées. Donc c'est une sommation de type temporel, c'est-à-dire sommation de la même afférence à des temps différents. Donc ce qui est variable, c'est uniquement le temps de stimulation, mais l'afférence, elle est la même. Donc l'essence d'un potentiel d'action en M s'explique par la sommation des PPS successives créées au niveau d'une même synapse. Donc créées au niveau d'une même synapse. Et on parle à ce moment-là d'une sommation temporelle. On passe à la comparaison de sommation temporelle et spatiale. La définition, la sommation est dite temporelle lorsqu'un même neurone présynaptique transmet le potentiel d'action très rapproché, lorsqu'il s'agit d'un même neurone qui est stimulé, le même élément présynaptique qui va stimuler un neurone postsynaptique, très rapproché à un neurone postsynaptique. Par une synapse, le type de synapse maintenant elle est définie, soit elle est excitatrice, soit elle est inhibitrice. Alors que dans le cas d'une sommation spatiale, on va stimuler plusieurs neurones présynaptiques. Ils vont transmettre simultanément et en même temps aux neurones postsynaptiques des synapses excitatrices ou bien inhibitrices. Le type de synapse ou bien le type des enregistrements peuvent être soit excitatrices ou bien inhibitrices parce que les neurones peuvent être de même type ou bien de type différent. Donc, PPSE des synapses excitatrices ou bien inhibitrices, ici au niveau de la sommation temporelle, on a un seul type de synapse. On a un seul type de synapse. Alors, localisation au niveau du corps cellulaire, la sommation spatiale, elle se fait au niveau du connexe sonique. La somme, c'est une sommation algébrique, c'est-à-dire de plus de 2 mois. Il enregistré surtout ici. C'est une sommation des amplitudes qui peuvent être soit E, soit I. Et si le type de PPS global enregistré, temporel, PPSE qui atteint le seuil, on va enregistrer un potentiel d'action. Des PPSE qui n'atteint pas le seuil, ou bien des PPSI, on va enregistrer généralement un potentiel de repos. Dans le cas de sommation spatiale, si avec les PPSI, on n'atteint jamais uniquement des PPSI n'atteignent jamais le potentiel, le seuil, donc on ne va pas enregistrer de potentiel d'action. PPSE, on peut atteindre. PPSE, PPSI, on peut atteindre. Comme on peut enregistrer un potentiel d'action, ou bien on peut enregistrer un potentiel de repos.
On passe maintenant. N'oubliez pas, c'est notre objectif, c'est en fait expliquer cette réaction. La flexion de l'avant-bras suite à avoir touché quelque chose qui est chaud ou bien l'action de la flexion de la jambe en cas d'une punaise. Donc au cours de réflexe cutané, on a vu que la contraction du muscle fléchisseur est accompagnée automatiquement par le relâchement du muscle de l'autre muscle ou bien du muscle extenseur. On parle, vu l'action elle est opposée, on parle du muscle antagoniste. Cette coordination, pour qu'il y ait cette réaction, ce muscle-là se contracte, ce muscle-là se relâche. Donc il fallait bien avoir une certaine coordination nécessaire entre les deux muscles pour la réalisation de ce mouvement. Donc la question qui se pose est la suivante. Comment expliquer la contraction de ce muscle fléchisseur, le relâchement simultané en même temps de l'autre muscle ou bien du muscle extenseur? Ça, c'est la problématique. Mécanisme de coordination de l'activité du muscle antagoniste. Ici, notre circuit est déjà connu. Neurones sensitifs. Deux motoneurones qui vont arriver vers les muscles. Un neurone pour contracter le muscle fléchisseur, l'autre pour relâcher le muscle extenseur. Les enregistrements vont nous conduire à avoir des idées sur le mode d'action et sur la nature du message transporté. En O1, ici, on a enregistré un train de potentiel d'action. En O2, ici, en rouge, on a enregistré une des PPSE. En O2. En O3, en violet, motoneuron violet, on a enregistré des PPSI. En O4, sur le rouge, on a enregistré un potentiel d'action. Bien, des potentiels d'action. En O5, au violet, on a enregistré ce qu'on appelle un potentiel de repos. Donc, ici, on a un potentiel d'action, symbole de le passage d'un message nerveux au niveau du muscle fléchisseur. L'absence de potentiel d'action ici implique l'état de repos. Mais, qu'est-ce qui se passe ici? Au niveau de la substance grise entre fibres sensitives, neurones sensitifs et les neurones motrices. Il va y avoir la formation de ce qu'on appelle le circuit neuronique entre le neurone sensitif avec le motoneurone du muscle fléchisseur. On a constaté ici que le temps en A, le stimulus est enregistré en O1 après 0,3 millisecondes. Les PPS enregistrés ici en O2 est égal à 1,8. D'ici de la stimulation à l'enregistrement au niveau de la membrane postsynaptique, on a 1,8. De même, au niveau de l'autre neurone, on a enregistré des PPSI après 1,8 millisecondes. Rappelons que le délai synaptique est égal à 1,8. Ceci suppose qu'au niveau de la substance grise, il doit y avoir la formation des synapses, ou bien l'apaisance des structures de synapses. Le passage du message nerveux de l'axone du neurone sensitif sur le corps cellulaire du motoneurone, alpha innervant le muscle extenseur, étiré, nécessite L2 est égal à 1,8. Donc ici, notez le muscle fléchisseur. Étiré nécessite le temps T2 est égal à 1,8. Donc il y a 3 délais synaptiques plus 0,3 de transmission. Donc 0,5, 0,5, 0,5 plus L1 qui est égal à 0,3. Donc il y a 3 délais synaptiques. Le circuit neuronique qui renferme 3 synapses. Entre la voie sensitive et la voie motrice, il va s'articuler à ce moment-là 2 interneurones. Ils vont assurer 3 transmissions synaptiques. Comme il va y avoir comme action
la stimulation de contraction du muscle fléchisseur. Donc, c'est un circuit polysynaptique qui renferme 3 synapses excitateurs. Dans l'autre cas, le passage du message nerveux nécessite la même période de temps vers le muscle innervant, le motoneurone innervant le muscle extenseur. L2 est égal à 1,8. C'est-à-dire 3 fois 0,5 plus 0,3. Donc il y a 3 délais synaptiques, on fait 3 synapses. Notre circuit est polysynaptique. Mais l'action du motoneurone au niveau du muscle extenseur, c'est une action d'inhibition. Donc, il doit y avoir 2 interneurones à ce moment-là. L'un des interneurones va être excitateur, la première interneurone. La deuxième va être une autre inhibiteur. Donc, on parle de circuit polysynaptique inhibiteur. Donc, le neurone sensitif établit des relations avec les motoneurones qui arrivent vers les muscles fléchisseurs, les muscles extenseurs. Donc, selon le temps, bien, le temps mis pour arriver au niveau de membrane post-synaptique des motoneurones, on va déterminer le type de circuit des interneurones et le type de circuit c'est un circuit excitateur ou bien c'est un circuit inhibiteur. Celui qui va assurer le relâchement des muscles extenseurs, donc on va l'appeler, c'est un circuit inhibiteur, et celui qui va assurer la contraction des muscles fléchisseurs, on va l'appeler, c'est un circuit excitateur. Encore plus de détails, donc notre circuit maintenant devient un circuit fermé. On a ajouté ici l'action des interneurones, la présence des interneurones, déjà montré. Donc on note ici la présence de 2 interneurones, 1, 2, 1, 2. Les 2 interneurones excitateurs, donc ici il arrive vers motoneurone qui établit une relation avec les muscles fléchisseurs. Donc ce sont 2 interneurones ici excitateurs, assurant la contraction. L'autre, on a 2 interneurones, un interneurone excitateur, un interneurone inhibiteur qui va provoquer l'inhibition, bien, il va assurer le relâchement, donc le relâchement des muscles extenseurs. Donc en fait, on a une fibre motrice inhibée, une fibre motrice excitée. Fibre motrice inhibée, fibre motrice excitée. Donc, ou bien activée, on a ici un neurone sensitif qui arrive par la racine dorsale de la moelle épinière. Mais comment? Donc ici, si on a parlé d'une innervation réciproque, donc il va activer, on va inhiber. Le message qui provient, le message afférent qui arrive au niveau de la moelle épinière va entraîner entre autres une coordination qui va s'exercer, une innervation réciproque et par la suite une coordination de l'action au niveau des muscles fléchisseurs extenseurs. Au cours d'un réflexe à point de départ cutané, tel que le réflexe de retrait de la main, la contraction du muscle fléchisseur est accompagnée du relâchement du muscle antagoniste. Cette coordination de l'activité des muscles antagonistes au cours du réflexe s'explique, coordination de l'activité vers 2 muscles antagonistes, s'explique par l'innervation réciproque. Innervation différente vers 2 muscles opposés, antagonistes. En effet, le message nerveux sensitif provenant des récepteurs cutanés a une double action. Il active les motoneurones des muscles fléchisseurs par l'intermédiaire d'interneurones médulaires, c'est-à-dire situés au niveau de la moelle épinière excitateur et entraînant sa contraction. Ce circuit excitateur est donc constitué de chaînes de plusieurs neurones. Un neurone sensitif, des interneurones et un motoneurone qui s'articulent au niveau de la moelle épinière par des synapses. Le réflexe à ce moment-là, à point de départ cutané,
c'est un réflexe qui présente plusieurs synapses ou bien polysynaptiques. En même temps, il inhibe le message nerveux sensitif qui provient des récepteurs cutanés. Il inhibe le motoneurone du muscle antagoniste. Quoi? Par l'intermédiaire d'interneurone inhibiteur. Deux interneurones, un interneurone excitateur, un interneurone inhibiteur situé dans la moelle épinière, ce qui entraîne le relâchement de ce muscle. Ce circuit-là, c'est un circuit inhibiteur par opposition à l'autre, formé de chaînes de plusieurs neurones qui s'articulant par plusieurs synapses. Et ce circuit-là, c'est un circuit polysynaptique inhibiteur. L'autre, c'est un circuit polysynaptique excitateur. À noter que dans l'exercice qui sont propres au thème de neurophysiologie, donc essayez toujours d'avoir une démarche pour l'analyse des cours, des enregistrements, à ne pas employer les abréviations. PR, PA sont indications précoces de la signification de ces termes, cette abréviation. Associer à chaque amplitude, le PR, le PA, le PPSU, PPSI, l'amplitude, indiquer le type d'enregistrement. Essayez toujours de se rappeler qu'il y a un processus toujours d'existence d'un potentiel, c'est un DDP, l'origine ionique, les canaux, les interventions, qu'est-ce qui se passe et les effets de cet élément-là. En termes de conclusion générale sur ce chapitre-là, essayez toujours d'avoir dans votre tête l'ensemble des termes, des mots clés, fléchisseur, motoneurone, sensitif, afférent, arc réflexe, récepteur, effecteur, centre médulaire, synapse, propagation, saltatoire, continue, etc. L'ensemble des termes-là. Donc, en autre que ça, on achève cette révision. Donc, Bac 2020, espérons que là, qu'on a fait une bonne révision, ainsi qu'une bonne acquisition de ce qu'on a révisé avec vous. بالعربي نقول كل الشكر موصول لإذاعة المونستير على البادرة هذه في دعم المراجعة بالنسبة لتلاميذ الأقسام النهائية في باك 2020. الشكر موصول للإدارة الجهوية بالمونستير عن طريق السيد مدير الجهوي سيمون جيسلي مع كامل الطاقم الإداري اللي يوفر الفرصة هذه والأساتذة للإذاعة. كل التقنيين اللي خدموا معايا أنا شخصيا سي شوقي الأحمدي، سي خالد الشرفي وسي حبيب العتروس اللي تعاونوا معنا من قريب ومن بعيد. إن شاء الله نكون قدمت الإضافة، إن شاء الله كنا قدمنا حاجة جديدة لكم، إن شاء الله كنا on faisait partie de votre objectif اللي هو la réussite. Donc ainsi va être notre finalement votre réussite, ça va être notre objectif. Avec vous était dans cette révision-là Saïd Zouhaïr, lycée pilote Monastir. À une très prochaine occasion. Merci.